Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réponse aux questions que vous m'avez posées juste après le match contre Valence. Donc c'est parti, allons-y. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Comment ça va en ce beau jour quel jour on est? On est mardi. En ce mardi de cette semaine. La semaine va être assez calme, hein, vous le savez. Il y a des matchs qui vont arriver, mais c'est assez tranquille en ce mois de mars. Il y a des matchs, le match le week-end prochain contre Bilbao et le match le 19 mars contre le Real Madrid. Et ensuite viendra la trêve. Donc le mois de mars va être plutôt tranquille. Il y a des matchs très importants. Les deux prochains matchs pour la Liga vont être assez importants. Je sais pas si ça va être décisif, mais ça va être très important. Mais voilà, en attendant, on a des semaines assez longue maintenant, il n'y a pas de match tous les 3 jours, ça fait bizarre, va falloir s'occuper. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris mes places pour le Classico le 19 mars, match de Liga donc. Les places ont été mises en vente pour les socios, les amis, pour ceux qui sont socios, vous pouvez aller prendre vos places maintenant. Ça coûte un bras, je vous le dis. C'est assez complexe. J'ai les places, mon porte-monnaie est vide maintenant. Non, franchement, les places sont assez chères en vrai, même pour les socios. Hein. Moi, j'ai eu une réduction, les amis, de 11 €. Donc, ça fait plaisir quand même. T'es socios du Barça, t'as une petite réduction de 11 €. Donc, les places sont assez chères. Si tu veux des places assez proches de la pelouse, c'est du 400-500 balles, quoi. Donc, voilà. Comment te dire que. Et voilà, les places tout en haut, c'est du 170 balles, 200 balles. Donc, voilà, ça se passe plutôt comme ça pour les jours de Classico. Moi, je n'étais pas au courant vraiment des places. Je me souvenais plus. La dernière fois, j'avais regardé des places pour les Classicos, ça remonte à des années, donc je ne connaissais pas vraiment les prix. Voilà, maintenant je les connais. Soit, vous avez été nombreux à me poser des questions, les amis, une petite 50aine de questions. Je vais pas tout prendre, évidemment. Merci à ceux qui ont participé, évidemment. Je ne vais pas tout prendre, je vais essayer de prendre un maximum de questions. Je le fais en freestyle, comme d'habitude. Classique, j'ai rien préparé, mais au moins c'est spontané, tu connais. Donc on va commencer par Anas qui nous pose une magnifique question qui dit: doit-on vendre Ferran Torres, entre parenthèses, qui a bien joué 2 matchs sur toute la saison? Merci de le préciser, Anas. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de poser la question. Moi, j'ai envie de poser un petit débat ici, pourquoi pas, sur le plafond de certains joueurs. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte quand tu vas parler d'un joueur, quand tu vas vouloir le vendre, vouloir le garder, tout ça. Ok, disons, soit. Moi, je vais parler aujourd'hui des plafonds. C'est-à-dire que le plafond, c'est à quelle hauteur est le plafond de certains joueurs, tu vois. Quand on voit les attaquants, on sait que les trois attaquants qui peuvent partir cet été, c'est soit Ferran Torres, soit Rafinha, soit Ansu Fati. On le sait, le plafond d'Ansu Fati, il est beaucoup plus élevé. Quand je dis plafond, c'est marge de progression aussi. Ça peut se voir comme ça. Le plafond de Ansu Fati, il ne l'a pas encore atteint, évidemment. Pour moi, il était sur une bonne lancée avant sa blessure, il y a encore quelques années. Hein, quand il a démarré, il était sur une bonne progression. Il commençait à vraiment sa deuxième saison, elle démarrait assez bien. Puis après, il s'est blessé. Et là, en ce moment, je trouve que Ansu Fati, il est en train de régresser. Mais on sait, Ansu Fati, il peut s'améliorer. Il a une marge de progression très élevée encore. Il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. On sait la donnée, on va se dire, si on veut vendre un joueur, si on veut le lâcher, on se dit, mais attends, est-ce qu'il a moyen qu'il progresse encore ou pas, tu vois? Est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose? Je pense que oui, Ansu Fati, le problème, c'est la confiance, on le sait déjà, voilà, est-ce que ça reviendra, est-ce que ça reviendra pas? On ne peut pas vraiment savoir, c'est très difficile le cas, et compliqué avec Ansu Fati, surtout que c'est un gamin de la Masia, tout ça, et que de base, t'as pas forcément envie de le lâcher. Tu sais que ce qui peut se passer, tu sais que si tu le lâches, qu'il explose ailleurs, et voilà, tu auras un peu le seum. Donc là, s'il faut prêter Ansu Fati, c'est possible. Après vient donc Ferran Torres et Rafinha. Le plafond, pour moi, de Ferran Torres n'est pas atteint, les amis. Pour moi, Ferran Torres est moins bon depuis qu'il est au Barça que ce qu'il a montré à Valence ou ce qu'il a montré à Manchester City. Pour ceux qui l'ont suivi un peu à Valence ou suivi quelques matchs, hein, pas grand-chose. À Manchester City, ils savent très bien que Ferran Torres a un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il a montré au Barça depuis. Alors, à Valence, il avait des meilleures qualités de dribble, de percussion, tout ça. Il était ailier droit, principalement. Et à City, il était beaucoup plus buteur. Il jouait dans un poste différent, il jouait en tant que faux neuf, tout ça, avec Manchester City, et il avait des qualités de buteur qu'il n'a plus depuis qu'il est au Barça. Est-ce qu'il a perdu ses qualités de but, ou est-ce que c'est uniquement, on va dire, psychologique, principalement en tout cas? C'est très probable, parce que est-ce qu'il a perdu... Un joueur ne peut pas marquer des buts, hein. Je dis pas qu'il marquait 50 buts par saison non plus, mais il peut pas être buteur, il peut pas être intéressant dans une équipe, être décisif, tout ça, et d'un coup ne plus l'être du tout. Tu vois, c'est bizarre. Tu peux pas perdre tes qualités. Tu peux pas savoir jouer au football, jouer comme Ronaldinho, et le lendemain, jouer comme Vikash Dorasso. Désolé pour Vikash, voilà, c'est sorti tout seul, mais t'as compris. Donc pour moi, le plafond de Ferran Torres est loin d'être atteint. Il y a une marge de progression encore assez élevée, hein, vous le savez, Ferran Torres, c'est quelqu'un qui est assez jeune encore, je sais plus exactement, il a quoi, 23 ans. La marge de progression, elle est encore, il y a encore une marge de progression pour Ferran Torres. Après, il y a Rafinha.
Je ne veux pas cracher sur Rafinha, hein, c'est pas pour défendre certains joueurs pour machin, c'est juste pour établir les faits. C'est comme pour Dembélé. Pour moi, sa marge, son plafond est quasiment atteint. À Dembélé. La seule chose qu'il peut améliorer, c'est sa concentration, être plus attentif, plus concentré sur ses frappes, tout ça. Un coup, il va te faire une lucarne, un coup, il va tirer 40 mètres au-dessus, ça c'est pas normal, normalement, tu vois. T'es censé être un peu plus régulier dans ce genre de truc, ça pour moi c'est juste psychologique. Donc la marge de Dembélé, pour moi, elle est arrivée à terme, on va dire, c'est son plafond, il est quasiment atteint à Dembélé. Voilà. Pour moi, Rafinha aussi, son plafond, il est quasiment atteint aussi. C'est-à-dire que Rafinha, il a 26 ans aussi, je crois, et sa marge de progression, elle est très faible. Si la saison qu'on est en train de voir de Rafinha, par exemple, c'est mieux que ce qu'il faisait à Leeds. Donc pour ceux qui sont pas satisfaits de Rafinha, qui disent, il est où le Rafinha de Leeds? Pour l'instant, Rafinha est largement meilleur au Barça qu'à Leeds, voilà. Donc c'est pour ça, c'est qu'il est déjà amélioré, tu vois. Donc la marge de progression de Rafinha, elle est pour moi pas très importante, tu vois. Donc son plafond, alors on peut dire que Rafinha peut-être est meilleur que Ferran Torres, tout ça peut se discuter en termes de potentiel ou en termes de ce que tu veux, mais ça peut se discuter. Mais en attendant, le plafond, voilà, est atteint pour Rafinha pour moi, et le plafond n'est pas atteint pour Ferran Torres. Donc qui est-ce qu'il faut vendre? On en est là, hein, sur cette question-là de base, ça fait 3 heures que je parle sur cette question. Mais est-ce qu'il faut vendre donc Rafinha plutôt? Est-ce qu'il faut vendre Ferran Torres? Est-ce qu'il faut vendre Ansu Fati? Le problème c'est, est-ce que ces gars-là vont réussir à enfin performer et à être réguliers? Parce que Rafinha, malgré tout ce qu'on peut en penser, il est assez régulier dans en termes d'efficacité. Il rapporte des points à l'équipe, il marque des buts, il a marqué certains buts, il a fait des passes décisives, tout ça. Donc il reste décisif dans les résultats. Alors que Ferran Torres, par exemple, ou même Ansu Fati, cette saison en tout cas, ne le sont pas. Ne le sont pas vraiment. Ferran Torres, il a fait clairement un bon match la dernière fois où il a fait 2 passes décisives, c'était beau, c'est cool, contre Cadiz. On aimerait en voir un peu plus, tu vois. Après, il y a le truc du poste aussi. Ferran Torres, s'il est bon qu'à droite, ça va être un problème, sachant que Rafinha n'est bon qu'à droite, et que Dembélé est ailier droit aussi. Voilà, ça c'est la grande question. Donc est-ce qu'il faut vendre Ferran Torres? Tout simplement pour dire que je n'ai pas la réponse. Ensuite, question de Sharing Crossboy qui dit on va se réveiller un jour. Donc c'est une bonne question. C'est une bonne question. En termes de résultats, je pense que je l'ai démontré dans mon analyse d'hier. On est plutôt sur des résultats corrects. Enfin, dans l'état de forme, tout ça, on engrange des points. Évidemment, il y a le revers contre Almeria en Liga qui est pas satisfaisant. Juste après la défaite aussi en Ligue Europa. Mais c'est vrai que le plus inquiétant, c'est dans le contenu. J'ai envie de dire que déjà, ce qui est beau, moi je l'ai déjà dit, hein, je suis pas satisfait du contenu, tout ça, des matchs du Barça, ça ne me satisfait pas. J'en attends forcément un peu plus. Ce qu'on a vu en début de saison, déjà, c'était beaucoup mieux que ce qu'on voit maintenant. Après, il y a des raisons à ça, hein, j'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Il manque des joueurs importants dans l'équipe. Donc ça te pénalise un peu dans le jeu. Les joueurs qui sont actuellement là, qui sont des remplaçants, n'apportent pas, n'arrivent pas à apporter, ne peuvent pas peut-être apporter autant que les titulaires habituels. Ça c'est pas une surprise. Maintenant, c'est un problème, évidemment, quand tu as des remplaçants qui ne sont pas du tout au niveau, bah, ça te donne des matchs comme ça, donc c'est compliqué. Évidemment. Point positif, on va dire, de la chose, c'est que même en étant assez mauvais dans le contenu, en tout cas pas très performant, pas très efficace, tout ça devant, on arrive quand même à prendre des points en Liga. Et en Liga, on est quand même meneur, on a 9 points de plus, on a gagné des points par rapport au Real Madrid qui, eux, n'ont pas réussi à gagner contre le Betis Séville. Betis Séville qu'on a battu il y a pas si longtemps que ça. Donc ça reste un point positif quand même. C'est que même en jouant mal, on arrive à gagner nos matchs. Ce qui n'était pas le cas avant. Le Barça est connu plus ou moins pour ça. C'est que quand on joue bien, tout va bien. Quand on joue pas bien, on n'est pas foutu de gagner normalement. C'est ça, les dernières saisons, c'était ça. Même quand on n'arrivait pas à dominer nos matchs, tout ça, ça ne le faisait pas. Ce n'était pas bon. On n'arrivait pas à prendre les 3 points. On n'arrivait pas à avoir de bons résultats. Là, même en jouant mal cette saison, on a tellement une bonne défense, tout ça, et on arrive quand même à se débrouiller pour gagner les matchs. C'est au moins le point positif. Alors on peut dire ouais, c'est se contenter de peu, c'est pas ce que le Barça vaut, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est déjà ça quand même, c'est tout. Moi je vais me satisfaire de ça, les amis. On a passé des saisons sans gagner de Liga, sans gagner de Coupe d'Espagne, sans gagner de Super Coupe d'Espagne, sans rien gagner en fait. Des saisons blanches, on les connaît. On a passé quelques années comme ça. Bon. Est-ce qu'on peut se contenter d'une Liga et peut-être, rien n'est joué, hein, d'une Coupe d'Espagne ou d'une Super Coupe d'Espagne? Si on arrive à gagner les trois trophées nationaux, c'est pas une mauvaise chose non plus. Faut remettre les choses dans le contexte, les amis. Mais c'est vrai que oui, dans le jeu, il va falloir quand même se réveiller parce que là c'est compliqué. Ensuite, question de Lionel qui dit: je crois vraiment que Fati n'y est plus, il faut lui trouver une porte de sortie, ne trouves-tu pas? C'est compliqué, ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a des attaquants, je pense que ça va probablement bouger. Moi, c'est dans l'attitude, Ansu Fati, c'est dans l'attitude, ça colle pas. Il s'enfonce de plus en plus. Voilà, moi j'ai déjà donné mon avis sur le penalty dans le match d'hier. C'est pas correct ce qui s'est passé.
Peut-être que, je l'ai dit, hein, peut-être que Ferran aurait dû laisser le penalty en dessous Fati, mais je vois, enfin logiquement c'est à lui de le tirer, et s'il a envie de le tirer, il le tire, tu vois. C'est la hiérarchie qui est faite comme ça. Après en dessous Fati, qui viennent réclamer, il peut le faire, hein. Ça montre aussi qu'il a envie, mais réagir comme il a réagi, bon c'est bizarre. Après il est venu encourager Ferran Torres quand il a loupé, ça c'est une bonne réaction aussi. Il aurait pu très bien rester dans son coin et limite sourire quand Ferran tu vois, il loupe son penalty. Ça aurait été quand même abusé. Mais dans l'attitude, c'est même pas par rapport au penalty, c'est dans l'attitude, ce qu'il montre sur le terrain, son langage corporel, ça colle pas quoi. On dirait qu'il vraiment il est au fond du trou quoi. Que ça va pas du tout. Même sa réaction sur le penalty quand c'est Rafinha et Kessié qui sont obligés de venir lui parler pour lui dire, je sais pas pour lui dire quoi, mais tu vois, pour lui parler, pour lui dire, le tenir comme ça et le booster. Le mec, on dirait qu'il est au bout de sa vie quoi. On dirait que tu lui as pas donné le penalty, il va pleurer quoi. Et c'est dur. C'est dur. C'est pas pour me moquer que je dis ça dans Ansu Fati, loin de là. C'est juste pour dire que à quel point en fait le gars il doit être mal psychologiquement. Donc évidemment que là plus on avance dans la saison, plus j'ai l'impression qu'on arrive à un point de non-retour pour Ansu Fati. Ça veut pas dire qu'il pourra jamais jouer au Barça, jamais percer au Barça, tout ça. Mais je pense qu'il faut le prêter. Il faut le prêter pour moi. Je pense pas qu'il faille le vendre, au cas où. S'il explose tout ça, mais je pense qu'il va falloir prêter Ansu Fati pour qu'il aille se remettre d'aplomb dans une autre équipe, parce que là, psychologiquement c'est dur pour lui, la pression qu'il y a au Barça, tout ça, la pression du numéro 10 aussi, peut-être que ça joue, même si pour moi c'est pas grand chose, mais ça devient quelque chose quand tous les supporters en font une histoire de ça, de son numéro 10 dans le dos. Mais quand t'es joueur de foot et que t'as le 10 dans le dos, c'est pas, au bout d'un moment, au début quand t'as le 10 ok, mais quand t'es là, t'es content d'avoir le 10, t'as la pression, t'es numéro 10, mais quand t'es numéro 10 tous les week-ends, c'est bon quoi, au bout d'un moment tu zappes le truc, hein. Enfin je sais pas, hein. Moi j'ai jamais joué au Barça les amis, mais quand je jouais en club et que j'avais un bon numéro que je voulais, j'étais content au début, mais quand tu l'as tous les week-ends, après tu t'en fous, enfin je veux dire, c'est bon, tu penses à ce que tu fais sur le terrain avant tout, pas ton numéro dans le dos quand t'es en train de courir quoi. Ensuite on a Hugo Petri qui dit, au vu des remplaçants, quels sont les postes à renforcer cet été? Bah les postes, je dirais qu'il nous faut évidemment une doublure pour Lewandowski, dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas de doublure pour Lewandowski, on est obligé de bricoler en fait. Quand Lewandowski n'est pas là, on bricole, on met soit Ferran Torres en faux neuf, soit Ansu Fati, qui les deux au final ne sont pas très bons dans l'axe finalement. Ferran Torres avait été plutôt bon dans l'axe en faux neuf quand il y avait des joueurs vraiment autour qui sont performants, mais quand Ferran Torres, parce que Ferran Torres est beaucoup critiqué parce qu'il joue en faux neuf, il joue pas forcément à son poste là où il est le plus à l'aise, mais bon bref, soit, et il est très fortement critiqué, faut qu'il dégage tout ça, mais bref, ça me fait assez rire, mais quand tu joues pas à ton poste, quand t'es pas forcément à l'aise et qu'à côté de toi t'as des mecs qui ne savent pas spécialement jouer au foot non plus, ça peut pas donner grand chose en soi. Alors est-ce que c'est de la faute d'un seul joueur ou de la faute d'un ensemble, d'un groupe de joueurs? Moi j'ai mon avis là-dessus, mais bon, que voulez-vous, on peut pas non plus être tous d'accord, hein. Mais bon, le gars, moi c'est ce que j'avais dit, ma première vidéo sur Ferran Torres quand il est arrivé, je l'ai précisé, je l'ai dit frérot. Ça me fait marrer toujours, mais bon bref, il y en a ils veulent pas l'entendre. Ferran Torres n'est pas un joueur qui fait des différences à lui tout seul, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui va t'apporter un plus, qui va peut-être te fluidifier le jeu, t'apporter quelque chose vraiment quand tu auras un collectif fort. Mais c'est pas un joueur, alors ils vont me dire ouais mais 55 millions, et j'ai compris frère, on a tous compris je pense. Mais c'est comme ça, Rafinha on l'a acheté 60 millions frère, est-ce qu'il fait des différences à lui tout seul? Non, s'il y a personne à côté c'est difficile aussi lui. Alors vous allez me dire oui il a marqué là. Les mecs comme ça c'est pas des joueurs qui font des différences à eux tout seuls, c'est pas des Messi, c'est pas des... Même Lewandowski au final. Lewandowski on l'a acheté 50 millions, c'est pas un gars qui fait des différences à lui tout seul. Lewandowski, c'est un neuf. C'est pas un Messi en fait. Messi à l'époque il faisait des différences à lui tout seul. Parce qu'il faisait tout. Parce que c'est un playmaker quoi. Là on a personne qui fait ça, vraiment. On a Pedri qui fait beaucoup. On a Dembélé peut-être qui provoque beaucoup, mais c'est pareil, s'il y a que Dembélé dans l'équipe, vous croyez qu'il va marquer 50 buts par saison? Il va mettre ses 5 buts par saison habituels, et c'est tout, mais c'est pas un joueur qui va te porter une équipe à lui tout seul, on en a pas dans l'équipe. Ferran Torres n'est pas un joueur comme ça. Donc Ferran Torres, si tu le mets à côté de joueurs qui sont dans la même situation que lui, tu crois que ça va donner quoi? Ça va donner une équipe catastrophique, bah ouais. Donc pour moi, pour les remplaçants, il faut trouver une doublure pour Lewandowski, parce que bricoler, ça va 2 secondes, mais on peut pas bricoler éternellement non plus. C'est comme avec le poste de latéral droit, pardon. Tu peux pas bricoler éternellement. Koundé, on voit qu'il a pas envie de jouer à droite, hein. Concrètement, je pense que c'est mental en fait. Je suis même pas sûr que ça soit son niveau à droite, c'est que il en a marre. Quand il joue dans l'axe, il est très très bon. Quand il passe à droite, il nous sort des matchs, bon, en début de saison, il était très bon aussi, mais je pense qu'il en a marre, en fait, de jouer à droite. Limite, tu sais, inconsciemment, il fait des matchs de plus en plus compliqués, on va appeler ça comme ça, on va être gentil, en étant latéral droit.
Donc est-ce que c'est inconscient? C'est possible. Peut-être que mentalement, vu qu'il a pas spécialement envie de jouer à ce poste-là, eh ben ça se ressent sur le terrain, tu vois. Peut-être que dans l'Axe, il ferait pas des matchs comme ça. Regardez le match, c'est quand même étonnant. Il fait un match, alors vous allez me dire peut-être que c'est physique, mais il fait un match magnifique dans le Classico où il joue central, droit, et match d'après, latéral droit, il est, voilà quoi. Il fait le match, il fait quoi. Compliqué, donc il va falloir arrêter de bricoler à droite, et il va falloir acheter un vrai latéral droit, ça serait bien. Ça va être compliqué, le problème c'est en termes de profil, en termes d'argent, tout ça, ça va être compliqué d'aller chercher un bon latéral droit, mais ce qu'il faudrait, c'est un latéral droit, clairement. Il faudrait un ailier gauche et une doublure pour Lewandowski, je pense. Pour le reste, ça peut aller. Si on ramène Nico, par exemple. Au milieu, t'as Nico, si tu gardes Kessié, t'as Nico, Kessié, Frenkie, peut-être Busquets s'il reste, même si c'est probable qu'il reste pas. Mais voilà, après, si Busquets ne reste pas, c'est sûr que ça serait bien d'aller chercher un 6, mais ça fait beaucoup au bout d'un moment. Ça fait beaucoup. Est-ce que Gundogan, j'en ai déjà parlé la dernière fois, est-ce qu'il peut jouer dans un poste un peu plus bas avec un double pivot avec Frenkie? Ça, c'est possible aussi. Si on veut jouer seul en 6 et qu'on a plus Busquets, on n'a pas un joueur, un vrai 6, bah Frenkie peut faire le taf. Il l'a déjà démontré dans certains matchs. Voilà, même si c'est pas le profil idéal dans ce Barça, dans le Barça de Xavi, dans notre façon de jouer, que veut mettre en place Xavi, tout ça, c'est pas grave. Il peut le faire. Il peut le faire sur certains matchs. Si on veut jouer avec une seule pointe basse au milieu, Frenkie peut le faire de temps en temps. Si on veut jouer avec un double pivot, un milieu à 4, Frenkie peut jouer en double pivot, il est encore meilleur là-dedans. Et on peut mettre un mec comme Nico à côté de Frenkie, on peut mettre un mec comme Gundogan s'il vient, comme Kessié, même si c'est pas idéal, même si c'est pas parfait, ça peut passer. Est-ce que ça nous fera gagner la Coupe d'Europe? J'en sais rien. Il faudrait des mecs tranchants devant pour gagner des Coupes d'Europe déjà. Donc déjà, un ailier gauche assez performant, ça serait pas mal, ça serait beau. Ensuite, on a Rima qui dit « Je crois qu'il est temps de se séparer de quelques têtes pour avoir un banc plus compétitif. » Bah c'est clair, mais qui? Alors vous allez me dire, oui, tout le monde sait déjà qui il faut faire partir, mais en soi, est-ce qu'ils vont te rapporter de l'argent? Parce que faire partir, si vous voulez faire partir, par exemple, c'est tout le temps les mêmes qui ressortent, mais Eric Garcia, Ferran Torres, par exemple, même Ansu Fati, ces mecs-là, ils coûtent que dalle. Le problème n'est pas financier en soi. Le problème, ça va pas être d'aller acheter un joueur 60 millions. On peut très bien aller acheter, Bernardo Silva coûte 60 millions. On peut très bien les mettre, les 60 millions, c'est pas un problème. Le problème, c'est de l'enregistrer, de la masse salariale, c'est toujours pareil. Donc si tu fais partir des petits salaires, ça changera rien à la masse salariale. Là, actuellement, avec la masse salariale qu'on a, on peut signer personne, faut la réduire encore. Ah, il y a du soleil d'un coup, que veux-tu? La masse salariale, faut la réduire encore. Donc même si on la réduit, on sera peut-être bien, mais on pourra pas signer quelqu'un d'autre, tu vois. Donc est-ce que ça changera grand-chose? Je ne suis pas sûr. Il faudrait faire partir des gros salaires. Donc, est-ce qu'il faut réduire le salaire de Jordi Alba s'il reste? Évidemment. Est-ce qu'il faut réduire le salaire de Busquets s'il reste? Évidemment. Là c'est le sujet actuel. Hein. Busquets, le Barça apparemment lui a proposé genre de diviser son salaire par 3, un truc comme ça. Donc on va voir. On va voir s'il va rester, on va voir s'il va accepter. S'il part, on aura un giga salaire en moins. Jordi Alba, pareil. S'il part, on aura un giga salaire en moins. S'il reste, il va réduire son salaire fortement. Donc, dans tous les cas, ça sera bien. Après, dans tous les cas, il va falloir vendre des joueurs peut-être. Effectivement. Mais il y a des joueurs déjà qui vont revenir. Des mecs comme Langlais, comme Dest, des catastrophes comme ça qui vont revenir. Ça, va falloir s'en occuper aussi déjà. Je suis désolé de rappeler des mauvais souvenirs. Mais... Ensuite, on a Pitatoni qui dit salut café, Araujo va manquer le Classico. Non, ça c'est une question très rapide et réponse très rapide. Non, Araujo sera bien là pour le Classico. Il va juste manquer Bilbao ce week-end. Ensuite, question de Sokoi, je ne sais pas. Pourquoi on ne fait pas plus confiance à la Masia? Entre parenthèses, Pablo Torre et Alarcon par exemple. Bon, Pablo Torre, les amis, hein, j'aime bien. Il n'est pas de la Masia. On aime bien ramener. Ouais, les jeunes sont de la Masia, mais ils sont pas de la Masia. Peut-être que tu parles de l'équipe B quand tu dis Masia, bah je sais pas, moi je l'ai déjà dit, c'est compliqué selon les matchs, selon la situation le contexte du match, tout ça, le contexte de l'équipe. Actuellement on est dans l'obligation d'avoir des résultats et pour ça tu mets tes meilleurs joueurs, on va dire, sur le terrain. Après vous allez me dire, ouais mais quand tes meilleurs joueurs, c'est-à-dire des mecs catastrophiques, certains sont mauvais, pourquoi tu ne fais pas jouer des jeunes qui ont faim? Et ça je suis d'accord, moi je les mettrai, mais le problème c'est que regardez ce week-end, j'en parlais la dernière fois, Pablo Torre qui devait rentrer, il est pas rentré, machin. Et là, c'est pareil. Il y a des mecs qui partent s'échauffer et d'un coup, on se mange un rouge. Si tu manges un rouge, faut faire sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Donc déjà, t'as moins de possibilités. Si tu gagnes 2-0 contre Valence, si on réussit le penalty par exemple, on gagne 2-0, on n'a pas de rouge. Et bah à la fin, tu peux faire rentrer Alarcon, tu peux faire rentrer Pablo Torre au milieu, tu peux être tranquille, tu vois. Mais en fait, on est tellement mauvais dans les matchs, on arrive tellement à se mettre en galère déjà tout seul et à pas se mettre à l'abri dans certains matchs
que bah, on se retrouve dans des situations comme ça. On peut pas se permettre de faire tourner en fait. On est obligé de tout le temps mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et c'est pour ça qu'on a des blessés, c'est pour ça que voilà, c'est ça depuis le début de saison les amis, on se rend pas compte, mais c'est ça depuis le début de saison. Quand on a passé le mois d'octobre là, qu'on avait 50 millions de blessés, qu'on n'avait pas trop le choix, on a tapé des matchs contre l'Inter, contre le Bayern, contre le Real Madrid, tout ça, on a eu un mois d'octobre monstrueux, on a dû absolument mettre les types à chaque fois, ça a apporté des blessés. La défense, puis après la défense revient, tu te dis on va pouvoir commencer à performer tout ça, et après c'est les attaquants qui repartent. Xavi il aurait pu faire un peu plus tourner dans certains matchs, je suis d'accord, mais regardez les matchs de Coupe d'Espagne, il a bien fait tourner, hein. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on était en galère, hein. Contre l'Intercity, là, on va en prolongation, c'est parce que Xavi il a fait tourner les types qu'on se retrouve dans des matchs comme ça en galère. Donc en fait, dans les gros matchs de Liga, là où t'es obligé d'aller chercher des résultats, c'est compliqué de faire tourner en fait. Parce que t'es pas assuré d'avoir un résultat avec les jeunes. Et le problème c'est que si tu mets un jeune et que ça se passe mal pour lui, bah tu vas lui péter sa confiance, ça va être compliqué. Et à côté de toi, tu vas prendre des critiques parce que tu te dis mais t'as mis un jeune alors qu'il y avait des mecs expérimentés sur le banc. Toujours pareil. Après, faut avoir l'équilibre entre le risque et le résultat. Je sais pas comment on dit ça, mais t'as compris quoi. Ensuite, on a Ayam Bacchus qui dit on se met nous-mêmes en difficulté. Pour moi il y a clairement un manque de leadership. C'est clair qu'il y a un manque de leadership clair dans cette équipe. Quand on voit des mecs comme Araujo, tout ça, on se dit que au niveau du caractère, tout ça, il y a du gros caractère dans l'équipe. Même des mecs comme Gavi, hein, il a un fort caractère. Même un mec comme Eric Garcia qui joue jamais par exemple, il a un caractère quand même. Mais c'est vrai, il y a à avoir du caractère et il y a à avoir du leadership, on va dire, dans l'équipe. Je pense qu'Araujo, si tu lui donnes en fait le brassard de capitaine, qu'il devrait avoir la saison prochaine pour moi, enfin pas forcément capitaine principal, mais dans les 4 capitaines, Araujo a cette âme de leader, tu vois. Il faut un mec comme ça qui a des... Tu vois ce que je veux dire? Et qui porte l'équipe, qui encourage l'équipe, tout ça. Ce Busquets, c'est un leader silencieux. C'est un leader silencieux. Après, les capitaines qui n'ont pas un fort caractère, en tout cas un fort leadership, ça c'est pas vraiment un problème. Nos derniers capitaines, avant Busquets, c'était Messi et c'était Iniesta avant. On peut pas dire que ça soit des gros leaders qui hurlent sur le terrain. Après, il y a leader, caractère, des caractères de leader, tout ça, en criant sur le terrain, et il y a le charisme, on va dire, les gens qui t'écoutent, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est vrai que dans cette équipe-là, ça manque un peu de... Ouais, ça manque de leadership. Je pense que Busquets, il est pas... On peut pas dire que ça soit un gros leader, quoi. Un coup, il y a de la lumière, un coup, il y a plus de lumière. Enfin, j'en peux plus de ce soleil. Donc voilà. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que moi aussi j'ai l'impression quand même que ça manque de leadership dans cette équipe. Ensuite on a Badzone Young Line qui dit salut Café, est-ce que tu sais ce que Busquets a dit à Ferran avant qu'il tire le penalty? Oui, je le sais. Busquets me l'a dit. Il lui a dit dans l'oreille, si tu marques le penalty, je prolonge. Après, faites-en ce que vous voulez, mais c'est ce qu'il lui a dit. Ensuite, on a Kabadj Mohamed qui dit Dembélé va revenir à son niveau après sa blessure. Sinon, continue comme ça, frérot, merci. Merci pour la force. Alors, est-ce que Dembélé va revenir au niveau après sa blessure? Je pense que oui, il a quand même l'habitude de se blesser et de revenir. Ça, c'est une habitude. C'est comme toi qui fais tes lacets, quoi, quand tu sors, tu fais tes lacets, frère, tu mets des habits. Voilà, c'est une habitude normale. Dembélé, c'est pareil. Il se blesse, il revient, il joue, voilà, c'est classique. Par contre, c'est un peu inquiétant, oui, effectivement, enfin, c'est pas vraiment inquiétant, mais disons que les mecs veulent prendre leur temps, quoi. Et ce soleil, frère, ils veulent prendre leur temps pour le laisser le temps de revenir, tout ça tranquille, parce que effectivement, il devait revenir normalement peut-être pour Bilbao et il reviendra pas pour Bilbao apparemment. Il reviendra peut-être dans le groupe, tout ça, mais il jouera sûrement pas forcément contre Bilbao. Normalement, il devait être bon pour le Classico, mais là, les dernières infos, c'est que c'est vraiment pas sûr qu'il soit là pour le Classico de Liga. Donc ça commence à être un peu inquiétant pour Dembélé, mais bon, est-ce qu'on a l'habitude quand même, je pense que oui. On a quand même, ces dernières années, on a eu l'habitude de ça. Ensuite, question de Julien qui dit Koundé enchaîne les bourdes, ne penses-tu pas qu'on doit le laisser plus souvent sur le banc? C'est vrai qu'il enchaîne un peu les bourdes en ce moment, je pense que oui, je pense qu'il faut de temps en temps le faire souffler, je pense même que à la limite il faut mettre Araujo à droite en fait. J'ai l'impression, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais Koundé il était pas du tout à l'aise en latéral, que peut-être inconsciemment ça le rendait un peu moins bon, un peu moins performant, que je sais pas, tu vois, en tout cas ça se ressentait dans ses performances. À la limite, mettons mon petit Ronald à droite, hein. Lui, il n'y a pas de problème avec lui. Tu le fais jouer au gardien, enfin, il aura la même mentalité, donc allons-y.
Mettons Araujo à droite, même si c'est pas c'est pas le top. Mettons Ronald. Si on veut garder cette défense-là très performante, parce que si, concrètement, si Koundé on le met sur le banc, on met Roberto à droite. Le seul latéral droit qui nous reste, c'est Sergi Roberto. Est-ce qu'il faut mettre Roberto titulaire à tous les matchs? Je ne pense pas. Donc la solution, ce serait, si on veut garder cette défense, tu mets Araujo à droite, tu mets Koundé, Christensen dans l'axe et Baldé à gauche. Puis voilà. Puis lui, Araujo, t'inquiète pas qu'il va faire ses matchs à droite. On l'a très bien vu dans les classicos. Ensuite, dernière question de Maxime qui dit: jusqu'à quand allons-nous être indulgents? Jusqu'à quand le résultat va être une excuse? Jusqu'à ce qu'on gagne des trophées, je pense. Maxime. Je pense que le contenu ne satisfait pas grand monde. J'imagine, hein, ça serait assez logique. Mais je pense que le résultat pour l'instant prime sur le contenu. Actuellement, surtout quand il nous manque des joueurs, quand il te manque la moitié de ton équipe titulaire en attaque, et que les mecs n'ont pas l'habitude de jouer ou n'ont tout simplement pas l'habitude de jouer ensemble, je pense que l'excuse est plutôt valable, je dirais, en termes d'automatisme. Pour ceux qui ont joué au football, quand tu joues avec des gars que tu connais pas du tout, et quand tu joues avec des gars avec qui tu joues tout le temps et que tu peux trouver les yeux fermés, tu connais déjà leurs déplacements, tu sais déjà tout ce qu'ils vont faire, tu as juste à regarder, tu jettes un coup d'œil sur lui, tu vois sa tête, tu vois son corps, comment il est orienté, tu sais déjà quel appel il va faire, tu as les automatismes, et ben ça fait des différences. Que quand tu joues avec des gars, tu joues jamais avec eux en match, tout ça, c'est compliqué. Surtout si tu rajoutes à ça des mecs qui sont pas en confiance, des mecs qui sont pas performants, parce que pour certaines raisons, pas uniquement la confiance, mais qui sont de toute façon pas performants, ça te donne ça. Quand on a les types, on a très bien vu comment on jouait. Le problème, si on se remet bien le truc en contexte dans la situation, c'est que notre équipe type, avec laquelle on a fait des très beaux matchs, on l'a pas vu très souvent quand même les amis. On l'a quasiment pas beaucoup vu cette saison. Ça, même pas plus de 5 matchs, je crois. Donc forcément, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir de la régularité, d'avoir une continuité là-dedans, de créer des automatismes aussi. Et même avec cette équipe type qui joue très bien ensemble, même là, on n'a pas non plus énormément d'automatisme en soi. Les mecs, ça fait pas 10 ans qu'ils jouent ensemble, tu vois. Voilà, l'excuse, elle va tenir du mauvais contenu et juste du résultat. L'excuse, elle va tenir jusqu'à ce qu'on gagne la Liga et ce qu'on gagne des trophées. La Coupe d'Espagne, probablement, potentiellement, si on la gagne, quoi, je veux dire. Ça sera une excuse. Oui, on a mal joué, mais on a gagné les trophées. Est-ce qu'on aurait préféré bien jouer, mais perdre les trophées? C'est la grande question. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait satisfait par rapport à ça. Moi, je vais te dire, si on était le Barça d'avant, où on gagnait beaucoup de trophées, tout ça, quand on jouait très bien, il y avait d'ailleurs un lien avec ça, mais si on avait l'habitude de gagner la Liga, on avait l'habitude de gagner la Coupe d'Espagne, l'habitude de gagner la Ligue des Champions ces derniers temps, tout ça, si on ne gagne pas ces trophées mais qu'on joue très bien, on peut être un peu plus, tu vois, indulgent avec le résultat. Se dire, bon, bah c'est pas grave qu'on ait loupé une coupe ou quoi, parce que dans tous les cas, on a quand même un très bon niveau et on fait que de gagner ces derniers temps. Mais là, on est dans un contexte où ça fait des années qu'on gagne que dalle, on n'est pas foutu de gagner la Liga, on est foutu de gagner rien du tout. Pour une fois, on commence à gagner des trophées, on a gagné la Super Coupe d'Espagne, on est en avance en Liga. Si on gagne la Liga, je pense qu'on peut être satisfait quand même si cette fin de saison-là, elle est très compliquée pour le moment. J'attends le retour des blessés. Là, ça sera quand même bien différent à mon avis, mais je pense que là, on peut s'en satisfaire pour le moment. Puis après, on verra. On verra. Si on finit la saison avec 3 trophées nationaux, eh ben, le début de saison prochaine, on attendra mieux, forcément. On va attendre déjà peut-être les mêmes trophées, peut-être un peu plus. On va attendre d'aller plus loin en Europe. On va attendre ça de l'équipe. Et on va attendre des matchs un peu plus performants, un peu plus jolis à voir et que ça soit plus régulier, évidemment. Mais d'abord, gagnons des trophées. On va le faire par étapes, petit à petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense que j'ai fait le tour. Pas pu répondre à toutes les questions comme je l'ai dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si je sors une vidéo demain, on verra bien. Je me laisserai porter par le vent. Donc on se retrouve bientôt, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.